Toujours avec vous sur Médien TV, cette fois-ci, place à On se dit tout. On enchaîne avec une heure de discussion avec différents spécialistes, différents sujets. La punition a une énergie très particulière dans les familles. Alors, certains ont honte de punir, d'autres adoptent la punition comme la méthode d'éducation par excellence. Qu'en pensent nos spécialistes? On échange dans quelques instants. Ensuite, on enchaînera sur la reconstruction mammaire après un cancer du sein, après l'ablation du sein. Eh bien, on en parlera avec le docteur Selma Louazzani. Reste avec nous sur Médien TV. Les détails au fur et à mesure pour vous, bien sûr. Allez, on y va pour cette discussion autour de la punition. C'est vrai que le terme en lui-même fait peur aux enfants. Les parents, pour eux, c'est peut-être la menace par excellence. Eh bien, la punition comme méthode d'éducation, point d'interrogation. On pose la question tout de suite à nos spécialistes. Hanan Oubidar, bonjour. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir. Toujours. Vous êtes coach parental à Marrakech. Merci beaucoup d'être là. Et Amal Hassoun, bonjour. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé. Vous êtes experte en discipline positive pour parents et enseignants à Casablanca. Merci beaucoup, mesdames, d'être là sur le plateau d'On se dit tout. Donc, la punition, le mot punition a une forme d'énergie vraiment particulière. Certains parents ont honte de dire qu'ils punissent leurs enfants. D'autres, par contre, pour eux, c'est la solution d'éducation par excellence. Pourquoi cette génération de parents a ce rapport tellement conflictuel avec la punition? Je vous pose les questions à vous deux, mesdames, mais je commence par Amal Hassoun. Ben, cette génération est tiraillée. Elle vit un conflit intérieur parce que les parents ont un besoin d'éduquer, donc de transmettre des valeurs, d'accompagner des enfants vers un épanouissement, vers la confiance en soi, l'autonomie, la responsabilité. Ça, c'est les projets à long terme. Et ils sont pris pour le quotidien, ils sont dans des besoins plus immédiats. Il faut que l'enfant réponde, qu'il s'exécute, qu'il agisse, qu'il obéisse. Et des fois, les parents sont désemparés. Et donc, quand ils voient que l'enfant ne donne pas satisfaction, eh ben, il y a des méthodes qui nous viennent de très loin, c'est-à-dire de plusieurs générations. Nos ancêtres ont puni et on continue à punir les enfants Ils n'ont jamais eu de mal à punir aujourd'hui. C'était normal. C'était normal. Maintenant, les choses sont en train de changer, on va en parler. Et donc, une fois que le parent a puni, eh bien, c'est un sentiment d'échec. Je ne suis pas un bon parent. J'ai fait mal à l'être que j'aime le plus sur la terre. Donc, il a une honte, il a de la culpabilité. Et je pense que c'est ce qui fait que les parents ne sont pas à l'aise avec cette notion-là. De punition. Vous en pensez quoi? Exactement, en fait, je rejoins exactement ce qui a été dit. Après, il y a aussi cette connotation de punition. Pour nous, c'est toujours physique. Donc, c'est le fait de frapper un enfant. Bien sûr, c'est pas quand on parle de punition aujourd'hui, on ne parle pas de châtiment corporel, absolument pas. Ça, c'est catégorique, voilà. C'est à bannir. On ne parle pas de ça, mais on parle de toutes les autres formes de punition, privation, etc. Exactement. Donc, en fait, dans la châtiment corporel, non. Voilà. Exactement. Mais en fait, dans la tête des parents, c'est souvent psychologique. Voilà. En fait, dès qu'on parle de terme punition, parce que c'est ce qui a été énoncé, tout de suite, on pense à ce châtiment corporel, à cette souffrance et cette violence physique que peut-être eux-mêmes ont subi étant enfants. Et donc, du coup, en fait, ça leur fait remonter ces sentiments négatifs. Et même si eux, dans la punition, ils ne vont pas passer par le châtiment corporel, mais dans leur tête, ils vont toujours se rappeler cette souffrance qu'ils ont vécue étant enfants. Donc, du coup, c'est exactement en fait, ce qu'elle disait, Amel. C'est le châtiment égale culpabilité, égale est-ce que je suis un bon parent? C'est que je suis arrivée au bout, je n'ai pas réussi à faire passer le message comme il le faut. Et donc, du coup, pour régler la solution, je passe par la violence. Parce qu'une punition, c'est une violence. Mais parce qu'il y a aussi peut-être cette hyper-psychologisation des enfants aujourd'hui, des rapports aux enfants. De l'enfant, exact. Droit des enfants, oui, mais tout est accentué chez l'enfant, dans cette psychologie de l'enfant. Exactement. Alors, quand on parle aujourd'hui d'un enfant, c'est un être humain à part entière. Donc, au fait, on ne se comporte plus avec l'enfant comme juste une part de nous-mêmes. En fait, avant,
L'enfant, c'est un enfant qui est petit, il ne comprend rien et de toute manière, il va tout oublier. Aujourd'hui, on comprend que l'enfant n'oublie rien, que tout ce qu'il a subi étant enfant, ben, il va le garder, ça va se répercuter sur son comportement étant adulte et ça va faire l'adulte qui va devenir. Donc du coup, il y a cette culpabilité de est-ce que j'ai pas fait, est-ce que j'ai pas commis une erreur contre cet enfant qui va peut-être devenir un handicap et ça va le marquer toute sa vie étant adulte. Amel? Je pense que déjà quand je parlais des punitions, pour moi que ce soit la violence physique ou l'humiliation par des brimades, par du jugement, c'est violent. Oui, donc, moi, je mets tout dans le même paquet. Bien sûr, il y a des degrés de violence, mais c'est violent. Alors, bien sûr, actuellement, on se pose beaucoup de questions, mais je pense que c'est pas par hasard, parce que nous sommes le 21e siècle a apporté quelque chose de révolutionnaire. C'est les neurosciences sociales et affectives qui démontrent, qui nous apprennent beaucoup de choses sur le cerveau de l'enfant. Ils nous apprennent que le cerveau de l'enfant est dans une grande immaturité, qu'un enfant, quand il n'obéit pas, c'est pas parce qu'il n'a pas envie d'obéir, mais il ne sait pas encore gérer ses émotions. Mais l'adulte a pris l'habitude de le lire comme de la désobéissance, comme je refuse de me plier à l'autorité, alors que l'enfant n'a pas encore... Voilà, c'est de la défiance. Alors que le cerveau de l'enfant n'est pas encore mature, c'est-à-dire la maturité du cerveau de l'enfant ne commence qu'à partir de 5-7 ans. Hein, c'est là où la zone préfrontale commence à se développer, c'est-à-dire notre capacité à gérer nos émotions, notre capacité à prendre des décisions, à faire des choix, tout ça, à raisonner. Ça ne commence qu'à partir de 5 ans et ce n'est que le début, ça ne se termine qu'à 25 ans. Donc vous voyez, c'est révolutionnaire. Ce sont des choses que l'on sentait, mais là, les neurosciences viennent nous dire que les personnes qui ont pensé à ça avaient raison et c'est démontré scientifiquement. Elles viennent nous dire aussi qu'est-ce qui est néfaste au développement de l'enfant, du cerveau de l'enfant, et viennent nous dire ce qui contribue au développement du cerveau de l'enfant. Donc, elles viennent aussi nous dire qu'une grande partie du cerveau est dévouée à tout ce qui est relations sociales. Et donc, le lien est très important pour l'enfant. Et donc, quand il est en lien avec... Quand le parent le punit, la personne qui est censée le protéger, la figure d'attachement, cette figure qui est très importante pour lui, quand elle se met à le punir, l'enfant, il ne le comprend pas. Mais on va y aller petit à petit. Donc, en fait, là, on était vraiment sur un autre point qu'on voulait développer aujourd'hui, la nature de l'enfant à désobéir, c'est normal, ça fait partie de son processus de développement. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, une partie du cerveau ne sait pas ce que c'est que véritablement désobéir. Alors, on constate que ça commence très très tôt avec les enfants. Je ne sais pas moi, dès qu'ils commencent à pouvoir bouger, à pouvoir gagner en autonomie, quand ils vont toucher des choses pour nous interdites, prises, des choses qui sont dangereuses pour eux, quand on dit non, l'adulte entre d'emblée dans ce jeu de défiance avec l'enfant. Tout à fait. On a l'impression que l'enfant, à presque même pas 1 an, est déjà dans une forme de désobéissance. Exact. Alors que juste, il n'est pas capable de comprendre la notion de risque et de danger. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'il y a cette notion déjà de toute la partie neurosciences, qui nous a expliqué au fait les phases de développement du cerveau de l'enfant et qu'à partir de 5 ans, à peine il peut comprendre certains éléments, certaines choses, mais surtout cette notion de risque, c'est la dernière vraiment à se développer. D'accord. Donc, chez un enfant, quand on lui dit « attention, danger », lui, il y voit peut-être quelque chose à explorer. Pourquoi c'est danger ? Pourquoi je ne dois pas y aller? Pourquoi les parents sont tellement regardants par rapport à ça? Alors, dans ça éveille sa curiosité. Sa curiosité, voilà. Pourquoi le feu est dangereux? Est-ce que c'est vrai que c'est aussi dangereux que ça? Et puis des fois même, il va se brûler, il va recommencer. Il va peut-être. Mais bien sûr, on ne va pas punir un enfant de 1 an. Mais ni un enfant de 5 ans, parce qu'il a osé faire quelque chose, ou peut-être parce qu'il est tombé dans les escaliers, parce qu'il a voulu courir très vite, parce que dans sa tête, il ne voit pas, en fait, il voit l'action, mais pas les conséquences de l'action. Et c'est ça qu'il faut que les parents, en fait, prennent conscience de cet élément-là. C'est pas par défiance. C'est pas par... Oui.
C'est par curiosité. C'est par curiosité. Mais il faut quand même faire attention à la notion de l'enfant roi. Parce que, voilà. Vous êtes d'accord, Amel? Tout à fait. Il veut découvrir, d'accord. Oui, c'est que pendant très longtemps, il y a eu cette discipline vraiment en soumettant l'enfant. Et puis, il y a certaines personnes qui se sont rendues compte que ça faisait beaucoup de tort. Donc, on a basculé à l'enfant roi. Il faut le laisser tout faire, tout explorer. Bien sûr, il y a de l'exploration, et je vais revenir sur ce que vous disiez. Mais non, il y a bien sûr éduquer un enfant, c'est bien sûr l'accompagner, lui apprendre, parce qu'un enfant, quand il est tout petit, il est en train d'explorer. Quand on dit à un enfant, le réflexe qu'on a, nous parents, nous adultes, on dit ne touche pas, ne monte pas, on met de la négation. Le cerveau de l'enfant n'est pas capable de traiter la négation. Il ne retient que prise. La table, quand on dit ne monte pas sur la table... Ne touche pas, il retient que touche. Touche. Voilà. Et donc, c'est terrible. Nous-mêmes, si on nous dit ne pense pas à l'éléphant bleu, il y a tout de suite l'éléphant bleu qui arrive au niveau de notre cerveau. Donc, le cerveau n'est pas construit pour retenir la négation. Donc, ça serait plus simple pour nous, parents, de dire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Reste les pieds sur le sol. Voilà. Forme positive, exactement. Le formuler positivement. La prise, comment on dit ? De façon positive. Ne touche pas à la prise. Parce que je suis en pleine guerre de ne touche pas à la prise. On met les caches-prises d'abord, parce que l'enfant a déjà envie de toucher. C'est notre devoir de protéger, parce que quand il y a du danger, on peut même aller avec de la force. Il y a d'abord la sécurité. Hein. Là, on ne va pas négocier avec l'enfant. Est-ce que tu veux ne pas toucher à la prise? Non, on le retire. Mais vraiment, l'enfant, il a besoin d'explorer, l'enfant, il a besoin de découvrir et il a besoin d'être accompagné. Les parents ont besoin de donner du temps à l'enfant pour qu'il apprenne. Un enfant qui mord son camarade parce que tout simplement, ou son petit frère, parce que tout simplement, c'est un excès de colère, on lui a pris quelque chose, et bien la réaction, c'est le cerveau archaïque qui va réagir, et ben, sécrétion de cortisone. Donc le stress, il va mordre parce qu'il y a 3 réactions possibles. On attaque, on fuit, c'est la sidération. Donc l'enfant va attaquer. Et surtout, c'est l'exemple à la maison de gens qui sont plutôt dans l'expression de cette colère. De cette violence. Voilà. Et tout à fait. Voilà. S'il a des parents qui sont violents, il va apprendre par la violence. Par contre, si le parent dit mordre, c'est pas bien, c'est interdit, et je suis sûre que tu vas y arriver la prochaine fois, tu vas pouvoir te contrôler, ben, on va pouvoir aider l'enfant à développer ses facultés, à se maîtriser. Alors que si le parent lui-même ne se maîtrise pas, eh ben, on n'est pas un bon modèle et on va lui apprendre la violence. Alors justement, pour tous les parents qui nous suivent, punition ou pas punition, entre l'enfant roi, on le laisse faire ce qu'il veut, pas de punition, c'est mauvais pour son développement, c'est mauvais pour sa psychologie, et les autres parents qui punissent constamment pour tout. Un équilibre peut-être est nécessaire. Exactement. Pas un peu de chaque, mais un juste milieu plutôt. C'est ça. Un juste milieu et savoir quand est-ce qu'il faut laisser faire l'enfant et quand est-ce que réellement il faut le punir, parce que et à quel âge déjà commencer à le punir. À quoi ça sert justement? Voilà. La punition, à quoi ça sert? La punition, ça sert juste à lui dire que là, mon cher petit, tu as dépassé la limite. C'est à ça à quoi ça sert. Ça veut dire que je t'ai expliqué la première fois qu'il ne fallait pas le faire. Ça ne veut pas dire que j'ai crié. Ça ne veut pas dire que c'était dans un moment de colère. Donc la punition fait partie d'un processus? D'un processus entier qu'il faut qu'aux parents, en fait, qu'ils l'apprennent et qu'ils l'assimilent et que ça devienne quelque chose de normal et de normatif dans leur vie. On prend un enfant, par exemple, si on prend l'exemple des enfants qui vont faire une crise à chaque fois qu'on va dans un supermarché. Oui. Naturel. Tout le monde a déjà vécu ça au moins une fois. Alors, l'enfant, qu'est-ce qui se passe? La première réaction est très importante, la réaction des parents. Oui. Soit elle sauve, soit elle condamne les parents. Alors, déjà, moi, avant d'arriver au supermarché, il faut que je discute avec mon enfant. Ça veut dire que je lui explique, je lui dis avant d'arriver, voilà, aujourd'hui, par exemple, dans la voiture ou à l'entrée du magasin, je le prends et puis je me mets à son niveau, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, voilà, on va aller au magasin, on doit faire des courses, on va acheter ça et ça et ça.
Pour toi, tu as le droit d'acheter un biscuit ou un bonbon ou qu'importe, et tu as un budget de temps. En même temps, je vais l'utiliser pour lui apprendre la gestion de l'argent, ce que c'est que la valeur de l'argent. Mais cette fameuse crise, il la démarre très tôt aussi. Il la démarre vers 1 an et demi, 2 ans. Oui, tu as le droit de prendre une chose. Même un enfant petit, il est capable de comprendre ça. Et quand on rentre dans le magasin, en fait, avant, bien sûr, je lui dis, si jamais tu fais une crise, tu n'auras plus droit à cette chose que tu voulais. Donc, quand on rentre dans le magasin, on fait les courses, mais en fait, il y a aussi le fait d'occuper l'enfant. Par exemple, on a besoin de récupérer quelque chose, ben on lui donne à lui, on lui demande de le mettre dans le caddie. Donc déjà, on utilise un petit peu son énergie pour nous aider à faire les courses. Même s'ils sont tout petits, ils adorent ça. Et après, en fait, on fait aussi... quand il a fini et qu'il n'a pas fait de crise et qu'il a eu droit à son biscuit ou son bonbon ou la chose qu'il choisissait, et puis qu'on est sorti, l'encourager et le féliciter et lui dire bravo. Aujourd'hui, tu m'as aidé. Tu étais un grand garçon ou une grande fille et tu m'as aidé à faire des courses. Et en plus, tu n'as même pas fait de crise, chose qui est extraordinaire et que j'apprécie beaucoup chez toi. D'accord. Ce qui fait que l'enfant, qu'est-ce qu'il va chercher la prochaine fois? À avoir ses félicitations, ses encouragements. Et donc, du coup, tout doucement, je vais lui apprendre à avoir ce comportement qui est positif. À la maison, c'est pareil. Donc, il ne faut pas penser juste à la punition. Par contre, si jamais il fait une crise, ben, tout de suite le punir. La punition, c'est quoi? C'est retirer la chose ou le gâteau ou le biscuit qu'il a choisi. Et sans avoir honte de sa crise. Oui, oui, parce que justement... C'est ça le truc des parents. Sans avoir honte de la crise des enfants devant les autres. Les autres, c'est des étrangers, vous n'allez jamais les recroiser. Il n'aura pas tout à fait... Parce que les enfants sont intelligents quand même. Ils utilisent ça. Et quand ils sont surtout à l'extérieur, ils savent que les parents ont honte. Ils le comprennent très tôt, ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette petite manipulation de la part des enfants? Il y a des petites choses pour lesquelles je suis d'accord avec vous, d'autres un peu moins. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord qu'on anticipe avant d'emmener un enfant, avant de sortir, on le prépare, on lui dit voilà ce qui va se passer, cette partie-là, je suis complètement OK. À côté de ça, on peut lui poser la question, écoute, si on va rechercher une solution, si jamais ça ne se passait pas comme il le fallait, qu'est-ce que tu penses? Tout ça, je suis OK avec vous. Oui. Alors, on va y aller justement, on va y aller petit à petit. Moi, je pense déjà un enfant, on le traîne pas dans un supermarché, parce qu'il y a quand ils sont tout petits, leur cerveau, il va se mettre au ralenti, il va pouvoir, ils s'endorment parce qu'ils se protègent du bruit, parce que c'est un. Oui, mais quand c'est nécessaire, quand les parents n'ont pas le choix. Quand on n'a pas le choix. Bien entendu, l'enfant, quand il fait sa crise, on pense à le punir. Alors qu'un enfant, il est juste pas capable de se dire « Oh, maman, elle est en train de faire des courses, elle est déjà stressée. » Il n'a pas cette faculté. Lui, c'est le cortisol qui est sécrété et donc ça va être l'agitation, ça va exploser. Donc, ce qui est très utile, moi-même, j'ai utilisé ces méthodes pendant longtemps et le jour où j'ai découvert que c'était inefficace parce que ça marche sur le champ. Ça marche sur le champ, c'est-à-dire on a l'impression que l'enfant... Oui, parce que la punition marche sur le champ. C'est ça le danger de la punition, c'est qu'elle marche et elle nous fait croire que l'enfant a compris et qu'il a retenu. Mais en fait, les conséquences de la punition, on peut les énumérer. L'enfant apprend à manipuler, l'enfant apprend à se venger. Il va se venger peut-être sur le parent ou peut-être sur le Mais de quel frère. type de punition vous parlez, Amal Hassan? Toutes les punitions sont mauvaises? Moi, je pense que la punition, quelle qu'elle soit, elle touche à quelque chose, elle empêche le cerveau. C'est pas moi qui le pense, c'est les neurosciences qui sont venues démontrer ça. Maintenant, c'est prouvé. C'est-à-dire que n'importe quelle forme de punition, elle va altérer le développement du cerveau, bien sûr préfrontal, mais pas que. Elle va toucher même à l'hippocampe, qui est la partie de la mémorisation, c'est de l'apprentissage. L'enfant est bloqué. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on est altérés, nous trois, ici? Écoutez, nous peut-être pas, mais vous savez, mais c'est vrai, c'est les réponses qu'on donne. Mais très souvent, il y a beaucoup de... Si on voit toutes les consultations qu'il y a en psy, chez les psys, si on voit tous les antidépresseurs qui sont pris, si on voit le mal-être, si on voit la violence qu'il y a dans nos sociétés... On se pose des questions. Si on voit les sociétés nordiques,
Et quand on voit leurs modèles qui ont interdit ça depuis 1979, eh ben, vous toute savez forme de punition. Toute forme de punition. Mais quand vous dites toute forme de punition, Amel, pourquoi j'ai l'impression que c'est synonyme d'humiliation. Pourquoi ça serait forcément synonyme d'humiliation? La punition est synonyme d'humiliation. Recherche de solutions et anticipée, ce n'est pas une humiliation. Justement, recherche de solutions et anticipée. Et si l'accord passé n'a pas été respecté, comment on marque le coup? Oui, ça, on peut dire, écoute, parce que très souvent, qu'est-ce qu'on pense? Que l'enfant le fait exprès, et donc on pense en lui faisant mal, il va apprendre. Mais c'est faux. C'est qu'il y a une compétence qui lui manque. Et il faut aller sur cette compétence-là, voir comment est-ce qu'il peut apprendre à être plus patient, lui trouver avec lui des solutions. On va lui dire, est-ce que tu veux mettre une chanson, par exemple, pour patienter? Est-ce que tu as besoin? On va aller avec lui pour trouver la roue des choix de ce qui va lui faire du bien. Vous êtes sur cette tendance des parents qui culpabilisent parce qu'ils punissent leurs enfants, justement? Est-ce que... Moi, je pense que la culpabilité, c'est intéressant parce que ça fait poser des questions. C'est pas quelque chose qui va nous paralyser, parce que la culpabilité qui paralyse, c'est pas bon. Par contre, culpabilité, en sachant que nous-mêmes, notre cerveau est encore plastique et on peut changer, oui, c'est une façon de nous poser la question. Bien sûr que lorsqu'on a des enfants qui sont punis à la maison et on les reçoit à l'école, et quand on utilise une autre méthode, ils sont déboussolés. Bien sûr que ce système-là devrait être généralisé. Généralisé, c'est-à-dire que quand c'est fait à l'école et pas à la maison ou l'inverse, ça déstabilise. Mais quand vous parlez de culpabilité, justement, vous disiez oui, ça permet de se reposer des questions. Mais certains parents, malheureusement, ils s'en plaignent eux-mêmes, ils en souffrent eux-mêmes, sont dans une autre forme de circuit, dans un autre circuit. C'est toujours le même cercle vicieux. L'enfant fait de la bêtise. Les parents punissent. Culpabilité. Demande pardon à l'enfant et rebelote. L'enfant refait une autre bêtise. Quand tu demandes pardon. Quand les parents demandent pardon. C'est déjà une bonne chose, c'est déjà pas mal. Le problème qui existe aujourd'hui dans notre société, et je l'ai vécu avec des parents à pas mal de reprises, c'est plutôt le cercle vicieux qui fait que l'enfant, il fait des bêtises pour attirer l'attention parce qu'il est en souffrance, déjà lui, et qu'il a besoin de montrer et de crier, on va dire, sa rage intérieure. Okay. Donc, l'enfant, il va faire ça. Après, les parents, ils vont s'en plaindre. Donc, ils n'arrivent pas du tout à le calmer parce qu'ils ne comprennent pas du tout sa souffrance. Donc, du coup, ils vont le punir. Sa punition va encore déchaîner la colère en lui. Ça va encore être... plus visible vraiment au quotidien. Les parents, ça va rentrer encore dans ce cercle et puis on s'en sort pas. Et ça, vous le constatez vers quel âge? Parce qu'on a l'impression que c'est plutôt des choses d'adolescents, mais ça peut arriver plus tôt. Même avant, et surtout avec des enfants, en fait. Moi, je m'amuse un petit peu à l'appeler comme ça. C'est l'âge, la transition entre le statut de bébé, de la petite enfance à l'enfance, entre 3-4 ans. Moi, je m'amuse à l'appeler la petite adolescence. Oui. Parce que vraiment, c'est la crise du non, c'est la crise de je veux montrer à tout le monde que j'existe. Donc, c'est vrai que l'enfant, il n'est pas capable des fois de maîtriser ses émotions, ses colères et tout ça, c'est vrai. Après, pour lui expliquer certaines choses, il y a certains parents qui, soit par culpabilité, soit par excès d'amour, soit parce qu'ils n'ont pas envie de faire revivre à l'enfant ce qu'ils ont vécu eux. Donc, il y a chacun son histoire. On va se retrouver avec l'effet, ce que vous disiez tout à l'heure, l'enfant roi, l'enfant qui martyrise ses parents. Ses parents, voilà. Et là, c'est l'effet inverse de la chose. Et quand vous voyez ces enfants-là, eux-mêmes, ils sont en souffrance. Un enfant, il a besoin d'un cadre. C'est pas, quand je dis punition, je ne suis pas pro de la punition à tout bout de champ. Oui. J'ai des enfants, peut-être quand je les punis, c'est une fois par an et c'est déjà beaucoup. C'est vraiment quand ils dépassent les limites. Mais ils ont besoin d'avoir un cadre. Et le cadre, on leur explique. C'est-à-dire que si je suis parent et que dès le début, j'ai pris cette habitude... On est mal à l'aise, nous aussi, avec cette punition aujourd'hui. Hein. Exact. Mais c'est ça, en fait, le problème. Parce que les enfants sentent qu'on est mal à l'aise avec cette punition. Quand on revient, qu'on est là, moi j'ai vu des mamans pleurer après avoir puni leur enfant, ou quand elles leur disent non, c'est le cadre. Par exemple, la télé, tu la regardes 1 heure par jour, sinon je l'arrête, et puis si tu ne respectes pas, tu seras puni. Et puis quand l'enfant, après 1 heure, il se met à pleurer, à crier, à taper dans tous les sens, elle le regarde, et puis quand elle les punit, c'est elle qui rentre dans la chambre et se met à pleurer.
C'est une fragilité, c'est quoi? Une culpabilité, comme disait. Oui, la culpabilité. Et puis les parents n'arrivent pas à gérer la frustration de leur enfant. Mais c'est pas grave un enfant frustré. Mais nous, on le dit. Mais les parents ont tellement peur, ils sont dans la surprotection. Et ce sont ces mêmes parents qui sont les plus violents. Parce qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Et à un moment donné, il y a un excès et ça explose parce que ce sont des humains. Et ça devient violent. Voilà, parce que l'enfant, il est dans ce jeu de pouvoir. Alors que si, dès la petite enfance, on instaure une construction dans le respect, ben l'enfant n'est pas violent. L'enfant, de nature, il n'est pas violent. Il peut avoir des excès de colère, il peut avoir des excès, des crises de panique, mais il n'est pas violent. Et s'il est traité avec respect, il apprend à respecter. Alors comment justement bien mettre ce cadre? Comment s'assurer que ces règles soient respectées? Et comment aussi éduquer en responsabilisant l'enfant? Eh bien, c'est ce qu'on réserve à nos téléspectateurs en deuxième partie d'émission. On reste avec vous sur Médien TV. On revient dans quelques instants. Et puis, n'oubliez pas un sujet complètement différent, mais d'une très grande importance, la reconstruction mammaire suite à une ablation du sein. On en parlera avec le docteur Selma Ouazzani. Restez avec nous. À tout de suite. Éduquer, c'est responsabiliser et la punition, une solution ultime peut-être. Eh bien, on continue cette discussion avec nos spécialistes aujourd'hui sur le plateau d'On se dit tout sur Médien TV. C'est un plaisir d'être avec vous. On enchaîne justement avec vous, Hanan Bidar et Amal Hassoun. Merci beaucoup d'être là. On arrive à cette dernière partie de discussion avec vous et justement beaucoup de conseils aux parents qui sont un petit peu parfois désorientés face à leurs enfants et face à cette hyperpsychologisation de l'éducation des enfants. Attention aussi à l'enfant roi. Donc, éduquer, c'est responsabiliser pour justement ne pas avoir recours à cette punition. C'est peut-être ce que les spécialistes recommandent, Amal Hassoun. Quand on dit responsabiliser, c'est vraiment lui donner le pouvoir d'agir. Alors que lorsqu'un enfant est puni, il a tout sauf le pouvoir d'agir. Il a un seul pouvoir, c'est de se venger. Il a le pouvoir de se dire ces adultes, je ne fais plus confiance. Il a le pouvoir de manipuler, ou de se retirer. Juste une nuance par rapport à cette réponse. Même si la punition est bien choisie, elle est ponctuelle, ou bien cette réaction est vraiment générale? Alors moi, je ne dirais pas que c'est une punition quand elle est... ce n'est plus une punition. Oui. La punition, elle a cette connotation d'humiliation et de faire mal. Faire mal psychologiquement. Pas bien l'autre pour qu'il fasse mieux. Voilà. On ne parle pas de cette mauvaise... Non, voilà, ça c'est pas la mauvaise punition. C'est-à-dire, alors, on n'utilise plus le mot punition. Parce que punition, dans la tête de l'autre, c'est faire mal. C'est négatif. Voilà, c'est négatif, c'est une sanction, c'est la privation, c'est vraiment tout sauf de l'apprentissage. Alors qu'un enfant en construction, il a besoin d'apprendre, il a besoin d'être accompagné pour être responsabilisé, même dans les pires moments. Mais on est obligé d'utiliser ce mot parce que, on va dire, ça fait partie du jargon. On bascule sur de la recherche de solutions. C'est-à-dire quand un enfant fait quelque chose qui ne convient pas, eh ben, on va s'asseoir avec lui et voir qu'est-ce qu'il peut mettre. Parce que là, on va solliciter une partie du cerveau où il est sur de la recherche de solutions. Et c'est lui qui a trouvé la solution. Ou même si on a discuté avec lui, on va lui trouver aussi, on va lui proposer des solutions. Mais il aura choisi et comprendra que c'est une compétence qu'il va acquérir. Parce que c'est ça le but. Quand on éduque nos enfants, c'est pour leur donner quelque chose. On leur fait des cadeaux pour grandir et pour qu'ils se débrouillent dans la vie. Et c'est pas pour les diminuer. Parce qu'après, on se plaint. Il ne sait pas se défendre, il n'a pas confiance en lui, il a un stress monumental, il n'est pas capable d'apprendre parce que quand on le met dans cette situation d'humiliation, eh ben, son cerveau se bloque et il ne peut pas apprendre, il ne peut pas évoluer. Donc, soyons constants que toute douleur, alors que normalement... Mais les enfants dérapent parfois, Amal. Mais bien sûr, mais c'est les enfants à qui on a appris quand on a mis la punition, quand on les soumet de force, eh ben l'enfant va déraper. L'enfant, son cerveau n'est pas bien fini, il est en train d'évoluer, mais c'est différent quand il apprend par l'accompagnement bienveillant et empathique. C'est un apprentissage et il se dit « Waouh, on me fait confiance et je vais apprendre et je me fais confiance ». Et à contrario, quand un enfant est soumis, il apprend que des choses négatives. Et bien sûr, il va apprendre à ne plus le faire
au moins devant nous. Au moins devant nous. Quand on aura le dos tourné, on le voit, il y a des parents qui disent ah, mais à la maison, il ne bouge pas. Et le prof ou la maîtresse, mais c'est pas possible, l'enfant est insupportable à l'école. Parce que juste, il a peur Beaucoup de parents utilisent la privation comme punition, priver l'enfant de ce qu'il aime le plus, parfois même d'une activité sportive qu'il aime ou d'une autre forme d'activité, théâtre, enfin voilà, ce qui te fait plaisir, eh bien je te l'enlève. Quel danger pour l'évolution de l'enfant? Alors, en fait, le danger, surtout quand ça devient récurrent, déjà de 1, et puis c'est quelque part un peu... pas vraiment très réfléchi de priver l'enfant d'une activité physique. Donc, de le priver du sport, alors qu'il en a besoin pour grandir. Donc, c'est pas la meilleure punition. Face à une mauvaise note, certains parents vont dire, bon, tu passes trop de temps à jouer au foot, tu passes trop de temps à jouer au basket, alors c'est fini. Alors que l'inverse, au contraire, s'il a de mauvaises notes, peut-être il faut l'accompagner, s'il a un problème. En fait, aujourd'hui, ce qu'on a quand même dans notre société actuelle, c'est qu'on a cette impression que tous les enfants doivent être au même niveau, au même âge. Absolument. Comme s'ils étaient tous dans des moules et qu'ils doivent réfléchir de la même manière, se comporter de la même manière, être propres au même âge, marcher au même âge, avoir des pouces sédentaires au même âge. Absolument. Nos enfants, ce n'est pas des prototypes. C'est des enfants, c'est des êtres humains avec chacun son rythme. Donc, surtout face à l'échec scolaire, c'est la dernière attitude à avoir, c'est de punir l'enfant. On ne peut pas punir un enfant qui est déjà en difficulté. Il ne le fait pas exprès. C'est que certainement, il a un problème. Alors, des fois, on se rend compte même que des enfants, ils ont des problèmes vraiment physiologiques, quoi. C'est un problème de vue, d'ouïe, c'est un problème de motricité, il faut accompagner l'enfant, il faut essayer d'aller voir des spécialistes pour pouvoir trouver des solutions à cet échec scolaire. Après, là, on parle vraiment, on va dire, de privation quand il s'agit surtout de problèmes comportementaux. Un enfant qui va avoir un comportement vraiment qui va insulter quelqu'un, qui va être non respectueux vis-à-vis de quelqu'un. Il faut peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet enfant... qui est quelque part un petit peu son exemple. Est-ce que l'exemple, c'est un des deux parents? Moi, j'ai eu la situation où une fille, la maman, elle me l'a ramenée en se plaignant que la fille, elle était vulgaire à l'école, qu'elle insultait tout le monde et tout. Et puis, quand j'ai discuté avec la petite fille, qui devait avoir 6 ans, elle me dit, mais vous savez, c'est pas moi, hein. Papa, il dit des mots vulgaires plus que moi. D'accord. Voilà, à ce moment-là, j'ai demandé à voir le papa, parce que c'est plus la fille à éduquer, ni à voir. C'est aux parents aussi de se rendre compte que c'est eux l'exemple des enfants. Moi, j'ai vu, par exemple, des enfants qui mentent. Mentir, pour eux, c'est comme boire de l'eau. Et des mamans qui me disent, oui, il n'arrête pas de me mentir sur les notes de l'école, sur ceci, sur cela. Et puis, quand vous voyez dans la réalité, quand il y a quelqu'un qui appelle au téléphone et lui dit, non, non, dis-lui que je ne suis pas là. Non, ne fais pas ceci, ne dis pas à ton père. Mais je suis en train de lui apprendre à mentir. Et après, je le punis parce qu'il a menti. Donc, ne soyons pas un peu schizo, faisons la part des choses et regardons déjà notre responsabilité par rapport à ce que font nos enfants. Et quand ils font des choses parce qu'ils les ont vues à l'extérieur ou dans un film ou quelque chose qui sort un petit peu de notre, on va dire, maîtrise, à ce moment-là, on lui explique. On lui explique les choses, on lui explique que ça se fait pas. Une première fois, une deuxième fois, et normalement, les enfants, ils arrivent à comprendre. S'ils n'arrivent pas, ils continuent à le faire. Mais quand il le fait, plus pour me faire mal. Quand il le fait pour vouloir sortir du cadre. Quand il Là aussi, c'est un message derrière. C'est un message derrière, ça veut dire que peut-être mon cadre, il est trop petit. Il faut que je l'élargisse un peu. Et quand je l'élargis et qu'il continue encore à me titiller, c'est que peut-être il est en confrontation avec moi. Soit je trouve une solution, soit à ce moment-là, je peux dire stop. Confrontation pour quelle raison, par exemple? En fait, de se sentir peut-être un peu trop humilié, comme disait tout à l'heure Amel. C'est peut-être une colère intérieure par rapport à quelque chose dont j'ai besoin. C'est peut-être l'attention des parents que je n'ai pas. Donc, du coup, pour avoir leur attention, je vais faire des bêtises. Comme ça, ils s'intéressent à moi. Alors, la privation, très mauvaise méthode, bien sûr. Oui, Amel, pardon. Pour la privation, moi, je reçois des parents, par exemple, l'enfant est happé par Internet, par tablette, téléphone, etc. Et vous avez deux types de parents. Des parents qui vont poser la sanction, privation, plus de tablette, plus de...
Bon, bien sûr, l'enfant, il n'a pas le choix, tout est rangé. Bien sûr, il va avoir le choix. Il va aller piquer le téléphone de la maman en cachette. Ils apprennent, ils ont d'autres stratégies. Ça, c'est les plus courageux. D'autres qui vont se soumettre. Mais bon, il y a quelque chose qui est touché à l'intérieur. Et vous avez les autres parents qui viennent et ensemble, avec l'enfant, avec des questions de curiosité. Ben, écoute, bon, on en est là. Qu'est-ce qui t'a amené à cette situation-là ? Tu as des mauvaises notes. OK. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour... Bien sûr, il va tourner autour du pot parce qu'il n'a pas envie de lâcher. Mais une fois qu'on y arrive ensemble, à ce que lui, il verbalise et qu'il formule, ben oui, je suis souvent sur Internet, oui, c'est du temps, mais j'en ai besoin. OK. Alors maintenant, pour sauver la mise, qu'est-ce que tu peux faire ? Eh ben, je vais laisser la tablette, l'ordinateur pendant un certain temps. Je vais peut-être l'utiliser. Est-ce que je peux avoir 1 heure le week-end ? OK. Eh ben, ce sont des enfants où les choses se passent beaucoup mieux. Parce que c'est eux qui ont décidé. C'est une recherche de solution. Ce n'est pas une punition. Ça a été décidé avec l'enfant. L'enfant est un partenaire. Ça ne veut pas dire qu'il est roi. Parce que le résultat, on arrive au résultat qu'on voulait. Parce que le but, c'est quoi ? C'est qu'il arrête et puis qu'il continue à se développer. Par contre, quand on utilise la punition, on va le priver, il va penser à se venger, il va se venger sur autre chose, il va se sentir mal. Et en plus, on voit que ça ne marche pas et on a envie de monter la dose. Absolument. Tu es privé pendant 15 jours, allez, on va rallonger la période. Et alors, certains spécialistes proposent aussi une méthode, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est l'anticipation. L'exemple de la chambre, par exemple. Quand on dit à un enfant, un ado, range ta chambre. Et qu'on constate que ce n'est pas fait. Le parent revient et dit, range ta chambre, sinon tu vas devoir ranger le salon aussi. Il rallonge, voilà. Alors, rallonge. Pourquoi je pense, je ne sais pas si c'est une bonne méthode ou pas, mais il n'y a pas de privation, il n'y a pas d'humiliation, il y a une forme de responsabilisation. Et j'anticipe, en fait, en tant que parent. Je te dis ce qui va arriver. Range ta chambre, sinon tu vas ranger le salon aussi. Vous en pensez quoi ? Alors, c'est ce qu'on appelle les conséquences naturelles. Les conséquences logiques. C'est-à-dire, on a décidé que tu ranges, et si tu ne ranges pas, tu vas ranger un peu plus. Ça peut marcher, et ça marche pas mal. Je ne dirais pas l'adolescent, parce que l'adolescent, c'est toute une autre histoire, parce que pour lui ranger la chambre, c'est une histoire. C'est tout un... voilà, c'est son monde, et puis pour lui, il a rangé son petit carré. Pour nous, il faut que ce soit nickel. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais c'est les conséquences logiques, c'est-à-dire on a préparé l'enfant, on lui a dit, voilà, tu vas arriver à ça. Si on s'y tenait sans aller après pour dire, ben, tu vois, j'avais raison, ou si en allant dans quelque chose, bon, ben, j'ai eu le pouvoir sur toi, ça marche et c'est positif et ça construit. Le danger, et c'est là où ça bascule, parce que nous, par exemple, en discipline positive, on a longtemps prôné la conséquence logique. On dit la conséquence logique, ça apprend à l'enfant, et c'est vrai quand c'est utilisé avec les 4 R, c'est-à-dire elle est reliée, respectueuse, etc., ça marche. Mais quand le parent est en colère, il le fait d'abord avec une tension, il n'est pas respectueux, le ton, etc. Et donc, ça devient une humiliation. Et là, ça ne marche pas, on bascule sur de la punition. Par contre, si on va dans la recherche de solutions avec l'enfant, là, on est dans de la construction. C'est pas de la punition. Parce que c'est c'est une responsabilisation. Voilà. Et c'est pas de la punition déguisée, parce qu'on fait semblant de ne pas punir, mais en fait, on punit. Vous voyez, c'est ça le danger de ces solutions-là. Si voilà, tu feras plus tard ça, c'est une punition déguisée. En fait, moi, je dirais que l'éducation, c'est un processus. Quand on vient et que l'enfant est adolescent, et que toute sa vie, il a eu l'habitude que c'est sa maman qui range sa chambre ou c'est quelqu'un d'autre qui le fait à la maison. Du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, on exige de lui qu'il devienne responsable. C'est... Juste expliquez-moi où est la logique dans tout ça. C'est juste un délire. Par contre, si depuis la petite enfance,
je l'accompagne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout un processus. C'est une structuration. C'est une structuration. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, pour cet échange très constructif, j'imagine, pour les parents qui nous suivent. Hanan Obeidar, coach parental à Marrakech, et Amal Hassoun, experte en discipline positive, parents et enseignant à Casablanca. Merci beaucoup. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour enchaîner sur un autre sujet, la reconstruction mammaire après une ablation du sein. Reste avec nous. Et donc là, je suis avec le docteur Selma Louzani. Bonjour docteur. Bonjour, merci d'être là. Recevoir. Vous êtes spécialiste en chirurgie esthétique et réparatrice à Rabat. Et on fait le point avec vous aujourd'hui sur la reconstruction mammaire après une mastectomie, c'est-à-dire après l'ablation d'un sein, principalement suite à un cancer. Pour commencer d'abord, on explique qu'est-ce que c'est la reconstruction mammaire, c'est quoi exactement? D'accord. Bonjour Yasmine, je vais commencer par parler un peu qu'est-ce que c'est qu'une reconstruction. La reconstruction est un ensemble de techniques chirurgicales qui vont chercher à recréer un sein. Le sein peut avoir été enlevé en partie ou en totalité suite à un cancer, suite à une prévention d'un cancer, quand il y a une hérédité de cancer, ou pour corriger le sein qui est l'autre sein, lui qui va bien, mais qui pourrait être à risque ou pour avoir une symétrie. Donc c'est un ensemble de techniques. Il y a des techniques de plus simples aux plus compliquées, celles qui font affaire à des corps étrangers, celles qui viennent de nous-mêmes. Puis ça évolue de jour en jour. D'accord. Est-ce que c'est justement c'est avant tout un choix de la patiente, cette reconstruction mammaire? Quand on va faire une reconstruction, qu'à la base, après un cancer, c'est jamais le choix de la patiente. Jamais? Jamais. Si on agit sur l'autre sein, oui, parce qu'on va lui proposer des techniques. En fait, je vais être un petit peu plus claire, c'est que le principe d'une reconstruction, c'est d'agir après une mastectomie. Donc, elle ne peut pas conditionner la mastectomie. La mastectomie est le geste initial. Oui, ça c'est, voilà. Bien sûr. Et c'est le résultat. Nous, comme plasticiens, comme chirurgiens plasticiens, donc on est spécialiste en réparatrice et en esthétique, on va rencontrer la patiente au terme d'une concertation avec des oncologues, son chirurgien qui va enlever le sein, puis on va tenir compte, l'ensemble de l'équipe médicale va tenir compte de son âge, de son terrain, mais aussi de son type de cancer, de l'extension du cancer. Est-ce que c'est une mastectomie partielle ou totale? Donc, c'est beaucoup de critères qui vont rentrer en ligne de compte et on va arriver chez la patiente avec peut-être parfois une seule décision, parfois 2 ou 3 propositions. D'accord. Donc, ça reste son choix sur ce que nous, on peut lui offrir. Très bien. Mais elle peut vouloir une reconstruction mammaire comme elle peut la refuser. Ça, c'est son choix. Ça reste un choix, bien sûr. Absolument. Oui. Pour la reconstruction mammaire, pour vous, c'est avant tout guérir le regard plus que... C'est guérir le regard de la femme vis-à-vis d'elle-même. Moi, c'est ma priorité. Peut-être en tant que femme, en tant que chirurgienne, le principe d'une reconstruction, c'est que la femme remette ses habits, qu'elle retrouve sa dignité elle-même devant le miroir. C'est pas agréable d'avoir un corps étranger dans un soutien, en voulant sortir, en voulant aller au hammam, en voulant être dans une tenue marocaine, une robe. C'est pas agréable. C'est un corps étranger, il est lourd, il faut le traîner partout quand il fait chaud. Donc la reconstruction vise à reconstruire aussi une partie de son image vis-à-vis de soi-même. Et ce n'est plus un luxe aujourd'hui? Moi, je pense que ce n'est plus un luxe, mais c'est juste d'avoir les bonnes armes pour le faire. Alors, on sait que le cancer du sein, par exemple, est répandu au Maroc. Heureusement qu'il y a aujourd'hui beaucoup de campagnes pour le dépister à temps, pour prévoir un traitement à temps, éviter également l'ablation. Mais malheureusement, quand ça doit être fait, est-ce que cette intervention coûte cher? C'est une intervention qui est prise en charge en partie par les assurances. Donc, il y a un complément à payer qui est nécessaire. Et quand la patiente va avoir une mastectomie, moi, j'aimerais aussi parler d'une chose qui me tient à cœur, c'est la reconstruction immédiate. Actuellement, il est possible d'avoir la mastectomie dans certaines situations bien particulières, mais d'avoir la mastectomie en même temps que la reconstruction en même temps que l'ablation. Peut-être une bonne solution d'avoir un seul temps d'anesthésie générale, peut-être payer un petit peu moins, mais plusieurs assurances actuellement prennent en charge... Quand vous dites dans des situations particulières, c'est-à-dire pour les femmes qui nous suivent? Alors,
on parlait tout à l'heure que c'était une décision multidisciplinaire. Absolument. La radiothérapie est une limite à la reconstruction immédiate dans certaines situations. En fait, au niveau de la mastectomie, il y a la mastectomie totale qui va enlever toute la peau. Et il y a la mastectomie totale avec conservation de l'étui cutané. Ça veut dire que le chirurgien va retirer le sein et il va garder toute la peau. À ce moment-là, intervenir, mettre un implant durant ce temps chirurgical ou faire une reconstruction par un lambeau permet à la patiente de gagner du temps, de gagner cette peau qu'elle a déjà. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher à faire une expansion de cette peau et ça permet d'avoir certains critères morphologiques qui vont donner un résultat plus naturel, comme un sillon sous mammaire, un beau décolleté qu'on peut conserver. Mais il est très, très important que cette décision vienne d'un accord conjoint. Si on prévoit une radiothérapie, on va nuancer la reconstruction. Si la patiente est jeune, vu que les traitements sont souvent plus agressifs, on va mettre dans la balance. Il y a vraiment des critères très particuliers. D'accord. Alors, il y a différentes techniques pour la reconstruction mammaire? Oui. La première technique qui est la plus fréquemment utilisée est l'implant mammaire. On n'aimait pas beaucoup l'implant mammaire. Actuellement, la grande tendance sont les injections de graisse. On peut faire une augmentation mammaire en faisant une liposuction. On utilise cette graisse-là, on fait de la liposuction. Sur la femme elle-même? Oui, au niveau de l'abdomen, au niveau des cuisses, on fait tout ça. Puis, on va mettre ça avec un implant ou une reconstruction complète par injection de graisse. Les études internationales, françaises, canadiennes, nord-américaines, tout prouve qu'il n'y a pas de danger à avoir cette reconstruction. Puis ça, c'est une notion qui n'est pas encore très répandue. C'est que je persiste toujours à dire, toujours après un accord multidisciplinaire. Ça s'appelle le lipomodelage? Ou le lipofilling, oui, ça s'appelle le lipomodelage. Et pour ce qui est de la microchirurgie? Alors, une fois, bien sûr, je parlais de l'implant, mais quand la patiente n'a pas de peau, on parle d'expansion. C'est comme des ballons d'eau qu'on va placer. On va gonfler toutes les 2 semaines jusqu'à obtenir le volume définitif. Et à ce moment-là, on va changer l'implant d'expansion, mettre un implant définitif. Puis, il y a la solution que moi, je trouve idéale, ce sont les lambeaux. Les lambeaux sont prélevés sur le corps de la patiente. Ils peuvent être prélevés dans le dos. C'est des morceaux de... c'est de la peau avec un muscle. C'est ce qu'on appelle le lambeau de grand dorsal, qui n'a aucune séquelle, ni esthétique, ni fonctionnelle. On a le lambeau abdominal, qui peut être un lambeau qu'on va transférer, mais qui peut être microchirurgical. Autrement dit, qu'est-ce que c'est microchirurgical? C'est qu'on va le prélever, on va couper ses artères, puis on va le replacer par une anastomose à son endroit. Ça fait pas... c'est pas une chirurgie lourde, tout ça? C'est une chirurgie lourde, mais c'est la solution reine, parce que ça va chercher de la peau et du gras abdominal qui ont la même consistance qu'un sein. C'est ce qui donne les meilleurs résultats, mais c'est une chirurgie qui nécessite une micro-anastomose. Donc, un chirurgien... Micro-anastomose, c'est de brancher les 2 artères, une des artères de la patiente, à l'aisselle ou au niveau du thorax, avec le lambeau. On va se fixer, puis ça demande une équipe expérimentée. D'accord. Et il n'y a pas de risque pour l'avenir? C'est-à-dire, il y a suffisamment de recul pour cette intervention? Ah oui. Elle est en développement partout dans le monde. Vous la pratiquez au Maroc? Oui, elle est commencée actuellement. On est au tout début, mais elle est pratiquée au Maroc. Et donc, l'avantage de cette technique? Alors, c'est ce qu'on appelle le lambeau de Dieppe, mais on peut le prélever à d'autres endroits. Actuellement, aujourd'hui, on va plus parler du lambeau de Dieppe. Ça fait une abdominoplastie. Il faut que la patiente ait un excédent abdominal de peau et de graisse que l'on va utiliser pour reconstruire un sein qui est fait de peau et de graisse. D'accord. Donc, vous prélevez au niveau du ventre? Voilà. On fait une abdominoplastie. Une vraie? Voilà, une vraie. Puis, on va aller utiliser cette peau puis cette artère pour aller se placer placer ça au niveau du sein. Et il n'y a pas d'implant à ce moment-là? Pas d'implant. Parce que les gens, quand même, les femmes ont peur de l'implant, quand même, de plus en plus. Alors, surtout qu'une femme qui a eu un cancer, qui est en train de se traiter pour un cancer, a peur quand même de l'implant. Il y a plusieurs études qui sont faites par la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, qui peuvent être consultées par l'association québécoise, l'association canadienne, qui montrent qu'il n'y a pas de danger. Les prothèses actuelles sont faites avec du silicone qui a à peu près une durée de vie d'une 30
centaine d'années. Donc, quand je parle d'une rupture d'une prothèse, c'est que le silicone qui est à l'intérieur va avoir tendance à sortir sur une durée de 10 ans. La patiente le détecte par de la douleur, puis il suffit de retirer la prothèse, puis de mettre un nouvel implant. Des moratoires ont été faits en 2005 dans tous les pays et qui nous ont montré, des études ont été faites par des rhumatologues, des infectiologues, et qu'il n'y a pas de danger d'avoir un implant. En reconstruction, je parle pour mon cas, j'utilise des prothèses en silicone, pas des prothèses à l'eau. Donc leur durée de vie est longue, ils peuvent être changés. Bien sûr, il y a des complications. Toutes ces choses-là doivent être expliquées clairement et honnêtement à la patiente lors d'une rencontre. Pour les jeunes femmes qui font un cancer du sein, qui ont une reconstruction mammaire et qui vont devenir mères, est-ce qu'elles peuvent allaiter? Alors, si elle a eu une... Alors là, on rentre. Si c'est une mastectomie totale, elle n'a plus de glande mammaire, elle ne peut pas allaiter. Si c'est une mastectomie partielle, en principe, si je garde 1 cm de glande mammaire chez une patiente, si psychologiquement elle est prête, elle serait capable d'allaiter. Sauf psychologiquement, pourquoi? Parce que c'est un choc, un sein qui a eu un cancer, la patiente est toujours craintive, donc il y a des problèmes de montée laiteuse, mais il n'y a pas de contre-indication, sauf que souvent ces patientes jeunes vont avoir eu une chimio et une radiothérapie. Donc c'est un sein qui est traumatisé. On oublie tout le temps dans la reconstruction qu'il y a les mastectomies partielles. Les mastectomies partielles sont un autre type de chirurgie. On ne met pas d'implant, on ne met pas ces choses-là, mais actuellement, ce qui se développe énormément, c'est l'oncoplastie. Ça veut dire j'enlève quasiment la moitié d'un sein, mais je peux le remodeler pour qu'il soit plus petit, mais qu'il soit harmonieux. D'accord. Et remodeler l'autre aussi. Oui, voilà. À ce moment-là, on rediminue l'autre. Mais souvent, c'est des seins qui vont avoir de la radiothérapie et qui vont avoir de la chimiothérapie, qui sont plus difficiles à reconstruire. Parfait. Merci beaucoup, Dr Selma Ouazani. Vous êtes spécialiste en chirurgie esthétique et réparatrice à Rabat. C'est un plaisir d'échanger avec vous autour d'une thématique qui reste quand même lourde. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie pour votre présence avec nous sur Médien TV. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne à Rabat et à Tanger pour la réalisation et la diffusion de cette émission. À très vite sur Médien TV et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb.